Donc, on a plein de gens qui se joignent à nous ce midi. On est très, très contents de vous avoir avec nous pour notre beau panel de discussion. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah Dumais-April, je suis conseillère aux événements pour Fadio et je suis heureuse de vous retrouver ce midi pour notre dernier Jason Fad de l'année 2023-2024. Pour vous mettre un petit peu en contexte, les Jason Fad, c'est des tables d'échange qu'on fait pendant l'année, normalement qui sont adressées aux membres de Fadio. On discute de nos ressources, on parle de sujets d'actualité également. Et ce midi, on est très heureux d'ouvrir ce Jason Fad à tous. Pour discuter d'un sujet dont on entend énormément parler ces temps-ci, les écrans. Donc, je me permets d'accueillir avec moi notre animatrice de la table d'échange qui est Cathy Jonca du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Cathy, comment tu vas? Allô, Sarah? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien, merci. J'ai hâte d'entendre. J'étais là pour la rencontre préparatoire et c'était une très belle discussion. Très hâte d'entendre nos panélistes là, qui vont vraiment échanger entre eux ce midi sur ce beau sujet-là. Donc, table d'échange qui porte le nom L'écran en formation à distance entre utilisation, surexposition et équilibre. L'événement ce midi est enregistré. Ce sera également disponible en rediffusion. Sachez qu'on a des modérateurs et modératrices qui sont avec nous. Donc, ne vous gênez pas pour nous écrire un petit bonjour dans les commentaires et pour vous poser toutes vos questions, pour nous partager ce que vous pensez là, de cette belle discussion-là. On s'occupe de prendre ça en note et on pourra vous répondre à la fin. Donc, Cathy, mais écoute, je te laisse nous animer cette belle table d'échange-là et nous présenter les panélistes qui vont être avec nous ce midi. Mais merci beaucoup, Sarah. On a la chance d'avoir quatre beaux panélistes aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Stéphanie Dionne, qui est directrice du développement et des partenariats à l'école branchée. Elle est aussi coach spécialisée sur les enjeux à l'ère du numérique et elle accompagne plus particulièrement donc les parents dans ces enjeux-là. Allô, Stéphanie? Bonjour, salut Cathy. Bien contente que tu sois avec nous. On va être aussi accompagné de Caroline Campo, qui est conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Pause. Allô, Caroline? Bonjour. On va également avoir Michael Renman, qui est enseignant en gestion et intervention en loisirs au Cégep de Rivière-du-Loup. Allô, Bonjour. Michael? Et finalement, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Deshôtels, mon collègue qui est chargé de projet au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à vous quatre d'avoir accepté de venir discuter de ça. Je sais que ce sont des sujets qui vous passionnent. Sarah le disait là en rencontre préparatoire, on a discuté longuement, donc ça risque d'être vraiment très intéressant. L'idée de ce Jason Fad-là, c'est de discuter un peu de l'écran, mais d'essayer d'en parler un peu dans l'équilibre qu'on peut avoir dans l'utilisation parce qu'on est en contexte de formation à distance. Donc, les écrans, ça fait nécessairement partie de la vie de nos étudiants, mais aussi des enseignants et des conseillers pédagogiques qui sont derrière. Donc, on n'a pas envie de diaboliser nécessairement ça, mais d'en parler un peu pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut équilibrer tout ça. Donc, je commencerai justement peut-être par le premier axe là, dont on voulait discuter. On sait que la place de nos écrans est quand même beaucoup discutée dans nos écoles en ce moment. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit en faire. La question que je me pose un peu, puis que j'aimerais qu'on discute, c'est savoir s'il y a un équilibre qui est possible justement entre l'usage ludique, parce que c'est sûr que nos écrans sont utilisés de cette façon-là, mais aussi l'usage professionnel et pédagogique. Donc, j'aimerais voir un peu avec vous comment est-ce qu'on fait dans un contexte justement de formation à distance pour valoriser, si on veut, ne pas diaboliser l'écran, mais valoriser, pardon, un usage, si on veut, peut-être un peu plus équilibré. Puis, je proposerais peut-être à Caroline de commencer par rapport à son expertise et son expérience, là, de nous parler de ça. Merci. Moi, en fait, juste pour vous donner, c'est ça, un petit portrait, là, c'est ça, je m'occupe principalement là, du projet Pause qui vise à ne pas diaboliser les écrans. Donc ça, on veut pas être moralisateur et on croit certainement que l'équilibre est possible, puis que c'est une question, en fait,
de comprendre les différents enjeux. Après ça, d'être capable d'évaluer les impacts que ça peut avoir dans notre vie, ou on va dire, c'est ça, dans notre pratique professionnelle, sur nos étudiants aussi. Et après ça, ben, trouver des petites pistes d'action qui tu sais, font en sorte de réduire là, ces effets négatifs-là. Donc, souvent, c'est ça, on va mentionner, c'est l'importance, en fait, d'optimiser finalement, c'est de maximiser les avantages, mais de réduire les risques parce que ça vient toujours avec les deux. C'est ça un petit peu. Puis après ça, ben, ça dépend de la réalité de chacun. Mais c'est sûr que, puis, bon, sachez aussi que j'enseigne également à distance et donc, j'ai des étudiants à distance et c'est ça. C'est des cours autodidactes majoritairement qui sont accompagnés. Donc, les bienfaits, je veux dire, la possibilité d'offrir ce cours-là à des gens qui sont partout à travers le Québec, hein. Donc, c'est quelque chose, ça fait partie là, des bienfaits qu'on a. Mais en même temps, quand on a un cours bon, qu'on doit suivre de façon autodidacte ou que nous, on envoie de l'information aux étudiants, ça peut aussi il peut y avoir une surcharge là, finalement d'informations, de courriels, comprendre la plateforme, tout ça. Donc, comment accompagner aussi les étudiants là, à trouver le juste milieu dans tout ça. Puis souvent, en tout cas moi, dans mon expérience, ça passe par comprendre la configuration aussi des appareils et des plateformes pour en venir à ce que ça soit un outil qui répond à nos besoins, qui nous aide, mais qui ne sollicite pas trop notre attention non plus. Donc, toutes ces informations-là, ces détails-là, doivent être, en fait, moi, je prends la peine de donner cette information-là d'emblée en début. Tu sais, vous pouvez désactiver les notifications du forum, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de recevoir toute cette information-là. Je veux dire, un moment donné, ça devient trop. Peut-être éventuellement les réactiver si ça vous intéresse, mais au moins dans les débuts, ça ne sera pas nécessairement une surcharge. Donc, c'est un exemple concret, mais c'est comme les appareils, comme nos cellulaires aussi. Tu sais, le fait de peut-être, si on veut se concentrer pleinement, de fermer les autres courriels ou les autres plateformes comme Facebook qui sont aussi ouverts en même temps parce que c'est l'outil sur lequel on veut travailler, mais on veut porter notre attention sur une chose spécifiquement. Donc, c'est un peu un coaching, tu sais, je vois ça comme c'est ça, de les guider vers une utilisation qui va être plus bénéfique, qui va répondre mieux, c'est ça, finalement, à leurs besoins pour réduire aussi toutes les autres distractions et interruptions là, possibles, c'est ça, à travers leur usage. Est-ce que ça fait un peu le Ben, tour? oui, ben, je trouve que ça part super bien la discussion. Stéphanie, je la vois osciller, je sens qu'elle a envie d'intervenir. Chaque fois que Caroline, je m'excuse, parle, je fais comme, oui, tellement, il faut comprendre notre environnement, il faut apprendre aussi à le mettre au service de ce qu'on souhaite réaliser. J'adore vraiment ce que tu viens de déposer pour lancer l'échange. J'ai envie d'amener ou de rappeler aussi la mission de l'école au travers des enjeux qu'on adresse avec la présence des écrans dans nos vies. Avec mes collègues, Audrey Miller, qui est la directrice générale de l'École branchée, et Martine Rioux, qui est la rédactrice en chef du fil de nouvelles à l'École branchée, qui est votre média, j'ai envie de le positionner aussi, qui est le média de l'enseignement à l'ère du numérique. On a voulu se joindre à l'échange et ce débat sur la gestion des écrans. On vous partagera dans le clavardage le lien vers cet article-là, mais on a eu envie de se rappeler, mais c'est quoi la mission de l'école? Donc, si on dit instruire, socialiser, qualifier à l'ère du numérique, comment on peut justement mettre à profit les possibilités qui nous permettent de répondre à ces trois grands éléments ou mentions de mission-là? Comment on peut le mettre au service de ce qu'on souhaite faire? Et je pense que c'est ce qui est au cœur des questionnements qu'on doit avoir quand on utilise ou encore qu'on fait utiliser la technologie aux jeunes aujourd'hui parce que les possibilités sont incroyablement grande, tu sais, on peut finalement tout faire, mais la question, c'est qu'est-ce que je souhaite sincèrement réaliser? Puis après ça, c'est quoi les conditions pour que je puisse apprendre et atteindre mes objectifs? Puis moi, je pense que c'est en apprenant ça, nos conditions gagnantes, qu'on peut faire en sorte qu'on puisse réussir aujourd'hui à l'ère du numérique. Fait que pour moi, c'est un incontournable de trouver cet équilibre-là et de développer des saines habitudes avec l'utilisation de tous nos écrans. Fait que, tu sais, Caroline, tu l'as mentionné, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire avec les notifications pour éviter de se perdre, entre autres, dans l'intention qu'on a. Tu sais, en éducation, on parle beaucoup d'intention pédagogique,
Mais comme utilisateur, c'est quoi l'intention qu'on a quand on ouvre notre navigateur, quand on ouvre une plateforme, quand on prend notre appareil numérique, oh, que vous ne voyez pas parce que j'ai un écran. Bon, j'avais mon cellulaire dans les mains, mais qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter de se laisser avoir par toutes les possibilités qui peuvent attirer notre attention parce qu'on est humain, puis on fonctionne aussi avec plein de mécanismes d'attraction finalement. J'ai envie de débuter par ça, tu sais, se rappeler l'importance de la mission de l'école et la place que ça peut avoir pour accomplir notre objectif. Euh, Si je peux ben, rebondir sur les deux, en fait, tu sais, dans un contexte d'enseignement à distance, les écrans sont omniprésents, sont là, on ne peut pas faire sans, ou en tout cas, c'est difficile de faire sans. Nous, on est dans un contexte un peu particulier où on a une salle de classe à Chicoutimi, une salle de classe à Rivière-du-Loup. Donc, si on décide de fermer les écrans, ben, on perd la moitié de la classe. Donc, on perd Chicoutimi, ce qui n'est pas optimal dans l'apprentissage de nos étudiants. Par contre, je viens rejoindre Caroline à ce niveau-là où on parle de multiplication des écrans. Donc, il y a déjà l'écran dans le fond de la classe, leur écran d'ordinateur, le cellulaire. Bien, on essaie de sensibiliser les étudiants à ce niveau-là, de fermer certains écrans à des moments clés aussi de l'enseignement pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas je ne sais pas, d'épuisement ou du moins d'essayer de concentrer nos actions un peu comme le dit Stéphanie, tu sais, dans le sens de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre écran? Est-ce qu'il est nécessaire de l'utiliser à ce moment-là ou ils peuvent juste nous suivre et peut-être aller faire autre chose pendant ce temps-là, des travaux en équipe où ce que l'écran là, sera peut-être moins présent pour les étudiants? Puis, ben, d'essayer de voir aussi, on est-tu capable de faire autrement? Donc, dans un contexte où ce qu'on utilisait un écran, mais de dire, on est-tu capable de transposer l'utilisation, puis de développer un outil peut-être papier, ou bref, on est-tu capable de créer quelque chose qui va faire en sorte que l'étudiant va prendre une pause de l'écran pour son bien-être, puis pour le bien-être collectif aussi. Ouais, j'aime bien cette idée d'oasis pour décrocher que tu nous amènes, Michael. Puis c'est dans notre mission comme prof aussi, après avoir établi un lien de confiance avec nos élèves, avec nos étudiants, de leur passer certains messages par rapport à comment je suis critique des outils que j'utilise. Mhm. Dans le titre de notre panel aujourd'hui, on a l'écran au singulier, mais Caroline le mentionnait d'entrée de jeu, là, on a des écrans. Et puis, on décide à un moment donné d'avoir une pratique réflexive par rapport à l'utilisation des écrans, parce que ce qu'on va diaboliser dans les médias, ce n'est pas l'écran en tant que tel, l'appareil, là, c'est plutôt son contenu, puis comment on l'utilise en fait de proportion de temps. Est-ce qu'il y a des moments où on peut ne pas se servir d'un appareil électronique, donc d'un écran, pour meubler les temps d'attente, pour meubler les temps d'ennui? Est-ce qu'on peut laisser notre cerveau errer, divaguer, rêvasser, bref, le mettre dans une disposition qui est propice à des tâches de haut niveau comme la création, par exemple? Fait que notre rapport à l'écran comme béquille euh, peut gérer ou générer, je dirais, plein de problèmes, nous empêcher de gérer plein de problèmes. Donc, comme prof, là, est-ce que j'en discute honnêtement, ouvertement avec mes élèves? Est-ce que je sans jouer à la police de l'écran, est-ce que je discute d'humain à humain, là, en toute honnêteté, en toute transparence de ce qui se fait, de ce qui ne devrait pas se faire devant l'écran, etc., etc. Ça me fait penser à une intervention de Sonia Lupien sur notre état mental quand on décide de prendre une pause de notre travail, de nos études, de quelque chose d'exigeant mentalement, et qu'on choisit délibérément de dérouler des fils d'actualité sur des applications, sur des téléphones. Puis elle nous expliquait à quel point, quand on est déjà fatigué, on, on- on use, on finit notre cerveau à faire ça, puis surtout, on détruit notre capacité à porter attention. Fait que nos étudiants, nos élèves sont là, on leur dit porte attention à ce qui se passe pendant le cours, là. Mais ce qu'on leur a pas expliqué,
c'est ce danger de miner leur capacité à porter attention pendant qu'ils ne sont pas en classe, dans d'autres moments de leur journée, dans d'autres sphères d'activité. Et cet équilibre-là, comme le disait Stéphanie, ça concerne la famille, les loisirs, l'école, le travail, en tout cas, plein de moments dans la journée de nos élèves. Tellement. Stéphanie, je ne sais pas si tu avais envie de rebondir sur ce que Sylvain est en train de dire. Énormément. Il y a plein de choses il y a plein de choses que j'ai notées. Puis, je pense que Sylvain t'a nommé un mot, je pense, discuter ouvertement avec nos étudiants. Je me rends compte à quel point aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir le dialogue spécifiquement sur l'utilisation des écrans. Puis je ramène ça plus directement à notre cadre de référence de la compétence numérique où au cœur de ces 12 dimensions, on a celle de la citoyenneté éthique. Et pour développer la citoyenneté éthique, qui est un modèle qui souhaite développer l'autonomie, la responsabilisation des jeunes dans leur utilisation des technologies, clairement qu'on a besoin d'apprendre à en parler. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre à en parler de manière à être de plus en plus conscient de nos besoins, de notre bien-être, de quoi on a besoin justement pour être disponible, disposé, avoir du plaisir à apprendre parce que je pense qu'on va tout le monde s'entendre sur le fait qu'on a une vision de plus en plus qu'on est des apprenants à vie aujourd'hui. Tu sais, un humain commence à apprendre puis il apprend toute sa vie en fonction des objectifs qu'il a, de ce qu'il souhaite faire, de ses talents, de ses forces. Il faut apprendre à en parler de justement, c'est quoi notre bien-être, comment on arrive à avoir un niveau d'énergie où on ouvre des espaces-temps dans notre grille horaire pour faire en sorte qu'on est bien, qu'on est disposé pour apprendre. Fait que je pense que ce dialogue-là doit prendre à la maison, doit se continuer à l'école, dans tous les contextes, même au travail, tu sais, dans le contexte de travail, on a besoin de s'en parler, on a besoin de se dire, hey, c'est quoi les normes qu'on se met, de quelle manière est-ce qu'on communique ensemble pour que ce soit toujours positif, sain et le plus constructif possible, ce qu'on va faire avec les écrans. Fait que je trouve qu'on amène une dimension ultra importante au travers de ce qu'on a tous amené, là, puis ça se ramène au bien-être, ça se ramène au dialogue, ça se ramène à c'est quoi l'intention qu'on a aujourd'hui à travers tout ça. Là. C'est intéressant que tu parles de la compétence numérique et il faudrait en plus ne pas sous-estimer l'attachement, mais émotif que nos élèves ont avec leur appareil, qui est une extension d'eux-mêmes, puis là où toute leur vie sociale se passe en plus. Là. Il y a quelque chose, il y a un lien particulier avec cet appareil-là qui les suit partout. Peut-être trop souvent, d'ailleurs. Non, absolument. Non, mais tu as tout à fait raison, Sylvain. Mais j'ai envie de vous amener peut-être un peu sur la question, justement, on parlait un peu de bien-être, etc. Mais justement, j'aurais envie un peu qu'on discute la question de la surstimulation. Ça peut être quoi les impacts sur la santé mentale, mais aussi la santé physique, sur la capacité d'attention. Il y a des choses qui ont déjà été un petit peu évoquées. J'ai envie qu'on discute de ça un petit peu plus précisément. Comment on sensibilise spécifiquement nos étudiants à cet enjeu-là ou cette réalité-là? Le fait d'avoir plusieurs écrans, mais aussi d'avoir plusieurs tâches, des fois d'être en train de faire plusieurs choses en même temps, alors de ne pas être seulement concentré sur une seule action. Fait que j'ai envie de vous entendre un petit peu là-dessus. Puis Michael, j'aimerais bien peut-être que tu commences avec ton expérience d'enseignement. Tu dois vivre ça régulièrement avec tes étudiants. Ben oui, concrètement, tu sais, c'est sûr qu'on a deux réalités, dans le sens que les étudiants à Rivière-du-Loup, ils nous ont en face, mais à Chicoutimi, ils sont vraiment 100% du temps à distance sur un écran. Puis on a un contexte collégial où c'est l'ensemble du programme qui est à distance. Donc, nos étudiants, ils doivent s'asseoir en classe devant un écran pour suivre leurs cours. Puis je dirais que c'est nous aussi, de notre côté, on a eu une réflexion à savoir, tu sais, on voyait l'impact sur les étudiants, les cours en fin de journée, quand il y avait 3, des fois même 4 cours dans une journée en formation à distance. Ça rendait le tout assez lourd pour eux, puis on voyait l'impact direct sur leur motivation, leur participation, la capacité d'attention en classe, d'être capable de faire des activités qui vont les mener un petit peu plus loin en fin de journée. On s'entend que
quand il y avait un contexte où il y avait beaucoup d'heures de cours dans une même journée, c'était difficile à réaliser. On est en implantation du programme encore, là, même si on est à la 4e année, mais on on se rend compte que, ben, justement, des fois, d'alterner entre formation à distance, formation générale, euh, de disperser la formation spécifique tout au long de la semaine à place d'avoir des journées de formation spécifique. Tu sais, c'est des choses qu'on met en place à travers les années, puis on voit l'impact direct sur nos étudiants. On voit que leur motivation peut augmenter aussi, puis que leur capacité d'attention est meilleure dans une journée où ils ont peu de cours à distance versus une journée où ils ont 2, 3 cours à distance. Ah, super intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rebondir Ben, moi, sur j'ai les accroché stratégies sur de le mot Michael? équilibre. Oui, excuse-moi, j'ai accroché vraiment Non, sur le mot vas-y. équilibre, là. Et je trouve que le discours, surtout le discours des gérants d'estrade là, dans les médias, est très polarisé et polarisant. On est technophobe ou on est technophile, il n'y a pas de zone grise entre les deux. On ne peut pas discuter d'un usage équilibré, raisonné d'un écran, d'une technologie quelconque d'ailleurs. Comment on amène nos étudiants à parler d'équilibre, à jauger de leur équilibre dans leur vie. Si le discours, c'est bon, pas d'écran à l'école, ça réglerait bien des problèmes. Ben là, oui, en fait, ça serait un sacré problème, hein. Mais dans le reste de la vie, il y en a des écrans. En sortant de l'école, il y en a des écrans. Et puis, dans le reste de leur journée, il y en aura. Quand les étudiants de Michael quittent après 3, 4 3 cours ans. dans une journée, Ah leur oui. temps d'écran n'est pas terminé pour autant, hein. Sont-ils au courant de ce que ça demande comme énergie, de ce que ça a comme impact sur leurs apprentissages, leur capacité à porter attention, sur la qualité de leur lecture, après, s'ils ont des lectures à faire, des exercices, devoirs et tout ce qu'on a à faire dans un programme donné, là, oui. Je sais que on en a discuté ensemble au préalable, mais Michael a entre autres espèce de journal de bord, cahier imprimé dans lequel les étudiants il va me le sortir, c'est sûr, dans lesquels les étudiants vont pouvoir écrire. Ça fait, voilà, c'est un cartable, gestion d'intervention loisir, voilà. Oui, Parle-nous-en. on l'a changé justement, on l'a mis en version cartable pour que les étudiants puissent intégrer des outils au fil de leur parcours. Puis c'est un outil qui les suit tout au long de leur parcours, première, deuxième, troisième année. C'est des outils qui ont été réfléchis en département, qui peuvent être utiles à plusieurs aspects. Puis ben, le but de ça, c'était de les sortir de leur écran, d'enlever les écrans. Puis, tu sais, je vais donner un exemple très concret, par exemple, en introduction à la profession du travail. Ben, des fois, on fait venir des conférenciers, puis les étudiants avaient tendance à prendre des notes sur leur ordinateur, sur leur cellulaire, leur tablette. Puis là, on s'est dit, non, non, là, concentrez-vous, là, votre attention doit être sur le conférencier. Fait que sortez un papier, crayon, puis là, on leur donne l'outil, on leur donne un modèle, puis comme ça, ben, on les ramène à des habitudes qu'on a déjà eues par le passé, mais c'est des bonnes habitudes, je crois, pour essayer d'enlever l'écran ou ce qui n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à utiliser un écran pour prendre des notes vis-à-vis de l'outil papier, surtout que là, prendre une photo tu sais, de nos manuscrits, nos notes manuscrites, puis les transférer en notes. Bref, avec l'intelligence artificielle, on a plusieurs outils maintenant à notre disposition qui nous permettent justement qu'il n'y ait pas de valeur diminuée à prendre des notes papier par rapport à prendre des notes à l'ordinateur. Puis leur capacité d'attention est beaucoup plus grande envers le conférencier à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas les distractions hautes. Parce qu'une fois que l'écran est ouvert, hein, les notifications, un petit jeu à côté d'ouvert en fond d'écran. Donc voilà, quand on ferme l'écran d'ordinateur, on ferme le cellulaire puis qu'on retourne sur des outils des fois plus papier, mais ça peut être très pertinent pour l'étudiant de se reconnecter à cette habitude-là que des fois on perd un peu en enseignement à distance.
J'entends comme un aspect un peu de genre discipline à avoir, là, justement, Ouais. peut-être d'amener les étudiants à se discipliner un petit peu dans cette utilisation-là. Je vois que Caroline et Stéphanie opinent. Je ne sais pas si ça vous émerge des choses, là. Ben, moi, ça me fait penser, tu sais, souvent, je leur parle de mon expérience comme étudiante aussi, puis ce que Ouais. moi, je fais finalement pour avoir un meilleur équilibre. Puis, comme l'exemple que tu disais, moi, j'ai trouvé un outil qui s'appelle le Remarkable, qu'on voit Oui. pas parce que, bon, avec mon affaire. Mais bref, je prends un crayon et j'écris. Et je peux, après ça, m'envoyer mes notes en format Word. Je trouve ça merveilleux quand j'ai découvert cet outil-là. Puis moi, principalement, je sais qu'il y a plein d'autres fonctions, là, mais c'est vraiment juste pour écrire. Et c'était aussi parce que avec tous les cours qu'on a, tu sais, un moment donné, on a des notes et là, on ne sait plus. Je faisais ça à la main avant. Là, j'avais plein de petits cahiers partout. Là, l'idée aussi, c'était d'essayer de faciliter là, mon organisation. Fait que encore une fois, tu sais, profiter des avantages, mais je sais que moi, je retiens vraiment mieux l'information quand je l'écris à la main. Ah, Donc, t'es tu sais, pas c'est seul. ben, c'est ça. C'est comment trouver une façon, là, puis là, des fois, c'est ça. En faisant de la recherche, tu trouves quelque chose qui répond exactement, finalement, à ce que tu as besoin. Tu sais, puis moi, je leur parle beaucoup aussi de ma gestion de courriel. Tu sais, moi, je dis à mes étudiants, c'est à peu près 48 heures de délai de réponse. Et les fins de semaine, j'ai droit de me déconnecter. Je me donne moi-même ce droit-là. C'est un peu aussi, tu sais, dans l'équilibre, il faut aussi des fois s'imposer des limites aussi à nous-mêmes, tu sais, puis aux autres aussi, tu sais, en arriver à avoir une utilisation. Donc, les gens qui interagissent avec moi le savent. Si je réponds pas la journée même, à moins que ça soit une urgence. Et là, dans l'objet, on peut dire urgence ou on peut tout simplement, je suggère fortement, de me téléphoner. Donc, si c'est une urgence, tu sais, des petits trucs comme ça qui font en sorte que je ne vais pas être en train de checker pour être sûr que quelqu'un n'a pas eu besoin de me rejoindre et tout ça. Fait que fait que, tu sais, ça, des fois, de passer par. Je trouve que c'est plus facile de leur dire un peu ce que moi je fais. Tu sais, j'utilise, on va dire, Trello pour gérer mes projets parce que j'ai plusieurs choses. Je trouve que c'est merveilleux, mais en même temps, Trello envoie énormément de notifications. Donc, je paramètre les choses pour pas en recevoir autant, recevoir juste une fois par jour avec une liste, là, finalement. Puis si j'ai besoin d'aller vérifier, je vais y aller moi-même. Fait que, tu sais, c'est ça, tous ces petits conseils-là, je trouve qu'au final, c'est une question d'organisation. Mais c'est ça, de forcer l'équilibre d'une certaine façon, là. Et aussi, par exemple, je travaille sur mon ordi, j'enseigne sur mon ordi et j'étudie sur mon ordi. Quand ma journée est finie, j'essaie le plus possible de faire des choses qui ne sont pas sur mon ordi, qui sont hors ligne, là, finalement, tu sais, de profiter de ma vie hors ligne ou des activités que j'ai de façon hors ligne parce que c'est sédentaire quand même, c'est très, c'est mes yeux forcent, même si je regarde à distance à chaque 20 minutes. Tu sais, on a tout, ça crée, les méfaits physiques ne font pas la distinction pour, tu sais, les raisons derrière pourquoi je suis sur mon ordi. Fait que ça a des effets sur mon corps. Fait que si je veux prendre soin de ma santé globale, mais il faut que j'essaie de diversifier mes intérêts autres que sur l'écran là, quand c'est ça, ce type d'obligations-là sont terminées. Tu sais. Fait que c'est des petits trucs comme ça que je trouve utiles aussi. Ben, j'ai envie de vous proposer qu'on continue un peu. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont peut-être des outils à proposer pour faciliter un peu un usage raisonné, raisonnable, là, que vous en avez déjà nommé plusieurs, mais je ne sais pas si Stéphanie, est-ce que tu voudrais nous parler de l'outil que tu avais découvert chez Pause, notamment? Ah! J'aime tellement Pause que c'est moi qui vais parler de cet outil-là. Je crois beaucoup dans l'importance de développer de saines habitudes de vie, mais aussi d'utilisation des écrans, particulièrement dans nos habitudes de vie. Et ce qu'ils ont publié, c'était 10 ou 11, il faut que je vérifie là, pour être sûr. 11! Pourquoi s'arrêter à 10 quand on peut en avoir 11? Bonnes habitudes à adopter. On va vous partager le lien dans le clavardage, mais je trouve ça extraordinaire dans l'influence que ça peut avoir sur l'importance de développer ces habitudes-là. Puis la numéro 1, évaluez vos habitudes et fixez-vous des objectifs d'utilisation. Je pense que ça, c'est primordial de savoir ce qu'on va faire avant justement d'aller ouvrir nos écrans. C'est extraordinaire. Oser les éteindre un peu comme OK, là, je prends conscience que ça fait un bon bout là, que je suis en train de faire quelque chose sur un écran. Je vais prendre une pause, je vais me servir un verre d'eau, je vais regarder les murs. Peu importe ce qui va se placer sur notre horaire,
J'adore, j'adore, j'adore. Fait allez les découvrir, ces 11 habitudes-là à adopter. Je trouve qu'ils vont nourrir justement une vie équilibrée au travers de ce qu'on peut faire de nos usages. Puis, tu sais, on a parlé de surexposition et de vie équilibrée. Bien, j'ai envie de parler aussi de dérive. Je pense qu'une des bonnes façons de se fixer des limites, c'est de se laisser dériver ou de prendre conscience qu'on est en train de dériver. Tu sais, on a parlé de scroller down. Ben, ça, on le fait tous à certains moments, mais quand est-ce qu'on se met un frein puis que là, on fait Hey, pourquoi je suis en train de regarder des vidéos sans arrêt? Non, là, je vais fermer ça, puis là, je vais prendre un petit moment pour me dire où est-ce que j'en suis rendue avec moi-même? C'est quoi la prochaine étape sur ma vie? Puis j'aimerais aussi qu'on puisse prendre conscience ou qu'on puisse utiliser ces dérives-là chez les jeunes pour les aider à se comprendre. Mm. Si je peux donner un exemple très, très court, ça m'est arrivé quelques fois en secondaire 1 avec ma fille qui scrollait dans justement quelques vidéos sur TikTok, puis à un moment donné, qui lève la tête et qui me dit « Maman, tu seras pas contente! » Quoi? Mais j'ai des devoirs à faire, puis là, il est 8h30, puis je sais pas quoi, je sais pas comment les faire, puis elle était désemparée, mais ce moment-là de dérive, là, il est extrêmement pertinent à réutiliser pour dire, OK, qu'est-ce que tu as fait à la place d'aller faire tes devoirs? Ben, c'est ça, je suis allée voir des vidéos. Mais ça a commencé par, j'ai écrit à une amie. Il y avait une intention, mais au travers d'écrire avec un ami, mais il y a eu autre chose qui s'est placée sur sa route, puis elle est allée faire ça. Puis comme il y a beaucoup de choses attrayantes et attirantes, ben, elle a dérivé de ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux faire les prochaines fois? Mais comment tu vas planifier ton retour à la maison pour que tu fasses ce que tu veux faire? Fait que je pense qu'il faut se servir aussi de nos observations là, comme adultes. Je trouve que notre rôle est encore plus important au travers des jeunes ou des discussions. Je trouve ça hot, Caroline, que tu as dit, moi, j'ai parlé avec mes étudiants de mes habitudes qui ont été gagnantes parce que ça permet de se dire, OK, moi, quand je vais vivre ce genre de situation-là, qu'est-ce que je peux aussi faire pour que ce soit aidant pour moi? Fait que aider les jeunes à voir c'est quoi les dérives dans lesquelles ils se laissent prendre et comment faire pour qu'ils interviennent avant, qu'ils aient passé beaucoup trop de temps puis que ce soit néfaste pour eux, pour leurs objectifs, pour leur bien-être. Ça, je trouve ça important aussi. On parle de vie équilibrée, mais il faut savoir aussi observer nos dérives. Oui. Puis parlant d'équilibre, quand on travaille avec des étudiants qui achèvent leur parcours, hein, qui vont arriver sur le marché du travail, ils ont déjà un pied dans la vie professionnelle, là. Vie professionnelle dans laquelle il est adéquat, il est valorisé d'être surchargé, alors que c'est pas normal d'être surchargé. Au niveau de l'hygiène de vie, c'est pas une bonne option d'être constamment surchargé. Ça nuit à nos capacités à porter attention, à faire du travail de fond. On se fait croire qu'on est multitâche, par exemple. On s'en allait avec une bonne intention sur notre appareil. Notre attention est détournée vers autre chose parce que c'est fabriqué comme ça, puis parce que c'est payant au final pour quelqu'un, là. Mais notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. On veut des professionnels qui sont vigilants, par exemple. Mhm. On veut qu'ils soient attentifs à ce qui se passe dans leur environnement, puis qu'ils puissent répondre de façon intelligente à différentes situations de plus en plus complexes, hein. C'est ça qui est attendu de nos diplômés. Ben, leur hygiène de vie et leur capacité à gérer leur écran entrent souvent, malheureusement, en contradiction avec ce qui est attendu à ce niveau-là. Et J'aime ça, ce que tu disais, là, comme moi aussi en termes tu sais, de gestion de quand que je veux travailler sur quelque chose, puis je veux être hyper concentrée. Puis tu sais, ce qu'on mentionnait plus tôt, là, de fermer les autres, on va dire, applications qui sont vertes ou de fermer les courriels, puis là, je vais fermer mon téléphone, mais le mettre sur vibration ou ben, sur silence, en fait, majoritairement, parce que sinon, je vais l'entendre quand même, puis ça va me déranger quand même. Mais tu sais, tout ça, puis là, je me permets comme des plages de 2 à 3 heures parce que ça me prend du temps à me mettre dans la zone, surtout si c'est de la création, là, mais c'est ça, si c'est de la rédaction, la page blanche pendant un bout de temps, tu sais, puis je me laisse aller dans ça. Mais il faut que j'aie ce temps-là. Tu sais, avant, tu sais, dans ma vie, d'ouvrir plusieurs dossiers dans la même journée, puis d'essayer de tous les gérer en même temps, je veux dire, ça, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, ça fait en sorte que c'est jamais fait comme tu disais, dans la profondeur que j'ai envie là, d'y donner. Tu sais, puis ça me laisse un peu satisfaite de la qualité, on va dire, de ce que je suis en train de faire, même si au final, ça va peut-être être fini, mais
c'est pas la même façon, puis c'est pas de la même qualité non plus. Fait que de m'offrir des avant-midi, des après-midi spécifiques à un projet, ça me permet assez de temps pour vraiment plonger dedans et c'est ça, de réduire tout ce qui pourrait me distraire là, sur écran aussi, là. En tout cas, je trouve que c'est une façon des fois plus efficace, c'est ça, de travailler. Puis, si je peux rebondir, puis là, je vais revenir en arrière, là, mais je me suis pris des notes, puis, tu sais, C'est- pause, c'est vraiment super, là. Pause ton écran, je connaissais peu, ou bref, je vais en parler, on va t'encenser, Caroline, puis après ça, tu prendras ce que tu veux. Mais d'habitude, moi, je dis, quand ça passe, prends-le, là, c'est tout le temps, c'est tout le temps le fun de le recevoir. Je vais le ramener à l'équipe aussi, là. J'ai quand même... Parfait. Parfait, c'est bon ça. Tu partageras ce bonheur, C'est ça. c'est bon. Puis, ben, tu sais, dans le document Améliorer ses habitudes, là, je l'ai devant mes yeux, là, mais il y a à la fin des outils, puis des conseils Bonnie, puis moi, je suis allé le feuilleter suite à notre rencontre de partage, puis tu sais, on parlait d'aborder ces enjeux-là auprès des étudiants. Mais ce document-là, il est vraiment bien fait. Puis, tu sais, si je pense juste aux défis pour reprendre le contrôle des écrans, les faits sur les écrans, donc des faits un petit peu tape à l'œil, si on veut, qui vont parler vraiment aux étudiants. Je trouve que c'est une bonne façon de l'aborder. Puis moi, assurément que je vais utiliser ces outils-là dans les prochaines sessions pour aborder ces faits-là auprès des étudiants. Tu sais, je pense qu'en tant qu'enseignant, on est là pour innover, apporter des nouvelles façons de faire. Puis, je pense que c'est une bonne façon, en innovant, d'essayer de comment je peux retirer l'écran ou du moins changer l'utilisation pour la rendre soit plus pertinente ou réorienter mon action. Je pense que ça peut être un bon point de départ pour engager cette réflexion-là. Puis, ben, de se mettre des nouveaux outils dans les poches comme ça, je pense que c'est bon pour tous, là. Donc, merci, pose ton écran pour mettre ça à notre disposition pour qu'on puisse ensuite partager le tout avec nos étudiants. Ben, ça me fait Je trouve plaisir. ça... Ah, excuse-moi, Caroline, je trouve ça trop intéressant de vous entendre. En fait, ce que ça m'amène comme réflexion, tout ce qu'on jase, c'est que là, jusqu'ici, on parle beaucoup des stratégies pour les étudiants, mais j'entends beaucoup par le propos de Caroline, mais aussi par le propos de Michael, qu'on vit la même chose, nous, en tant que professionnels, et que finalement, on a peut-être un peu un exemple aussi à montrer, là, que ce soit à nos enfants, mais aussi à nos étudiants. C'est Caroline, elle a commencé le sujet en disant, ben moi, je montre un peu des éléments, etc. Mais là, j'aimerais ça peut-être qu'on parle un peu de l'écran comme professionnel du milieu de l'éducation. Comment ça s'inscrit, vous, dans votre vie? Comment est-ce que vous gérez ça? Parce qu'on n'a pas le choix là, de travailler avec ça. Fait que je suis comme curieuse un peu d'avoir votre ressenti de professionnel. Il y a des moments où il y a des tâches qui nécessitent d'arrêter l'écran. Euh, Moi, je me suis beaucoup questionné sur le sens de l'urgence, par exemple. Qu'est-ce qui est urgent là, entre sauver la vie de quelqu'un jusqu'à, ça peut attendre les 5 prochaines années, là, on a de la marge, là. Donc, est-ce que je peux arrêter ma messagerie, mes courriels, toute notification pendant et là, j'utilise beaucoup la méthode Pomodoro avec des périodes de travail concentré suivies d'une pause. Ouais. Mais si pendant cette pause-là, je dépense tout mon temps de pause sur un écran à regarder le reste de la vie qui s'y passe, j'ai pas pris de pause. J'ai pas pris de pause. Exact. Puis, il y a certains, moi aussi, je prends beaucoup de notes manuscrites. J'ai tout le temps la même tablette que Caroline à portée de main parce que je sais que c'est précieux cet encodage de l'information-là. Le geste de l'écriture manuscrite, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, je ne le fais plus dans des cahiers papier parce que je ne m'y retrouvais plus. Parce que je les perdais, parce que je ne pouvais pas les transférer dans autre chose, parce que je ne pouvais pas les réutiliser dans le cadre d'une formation à distance. Donc, des fois, il y a une valeur ajoutée à l'écran. Il faut la trouver, cette valeur ajoutée-là. Il faut décider d'aller la piger, là. Il y a une belle expression anglaise qui dit on va aller cueillir des cerises, là, c'est-à-dire qu'on va des morceaux choisis d'utilisation qui sont vraiment optimales. Je compare encore ça avec la calculatrice, là. J'en fais pas, moi, de racines carrées à la main. Je fais ça sur la calculette parce que je passe mon temps à faire
quelque chose qui a une valeur ajoutée supplémentaire dans mes projets. Donc, est-ce que je vais prendre le temps de fermer mon écran pour lire un article papier, de l'annoter, d'y mettre des post-it, de surligner, de barbouiller dans la feuille, dans la marge, toutes des choses que moi, je pourrais faire à l'écran, mais qui n'ont pas la même valeur, tu sais. Fait qu'il y a des activités, oui, puis des activités, pas du tout, sans écran. Merci C'est Sylvain du c'est partage. c'est Vas-y, drôle que tu Michael, dis oui. ça, Sylvain, là, mais j'ai 4 articles scientifiques imprimés sur le bord de mon bureau, annotés Wow. avec des. Tu sais, Ah ouais. c'est ça, là. J'ai du papier encore. J'essaye de. Tu sais, bon, là, c'est peut-être ma conscience environnementale ou ce que je me demande tout Mm. le temps à savoir si c'est nécessaire de l'imprimer, Oui. y a-t-il une valeur ajoutée? Mais tu sais, ces documents-là, je les laisse après ça dans la salle de travail, de réunion, puis ils sont annotés. Fait que si j'ai un collègue qui veut voir qu'est-ce que j'ai, tu sais, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai annoté, ben là, il peut aussi, elle ou lui, utiliser cet outil-là, là, ce papier, où ce que, ben, on annote, on met en surbrillance des éléments qui sont plus marquants. Puis ben, ça nous permet aussi de prendre une pause d'écran. Puis tu sais, des fois, les articles scientifiques, ça peut être lourd à lire, là, mais des fois, de l'avoir papier puis de le lire en plusieurs petits bouts, ben, ça peut être intéressant à ce niveau-là, là. Ouais. Je suis aussi une fan de la lecture papier, comme du bon magazine, École branchée en format papier. On aime encore ça, même s'il est accessible en ligne, puis on peut le partager plus facilement des fois. Mais je trouve que dans notre vie professionnelle, le fait que ça se passe beaucoup à travers les écrans, ça nous amène, ben moi, ça m'amène à développer une certaine discipline. Donc, être très intentionnel dans ce que j'ai à faire. Je pense que ce n'est pas une surprise que je vous dise ça par rapport à toutes les chances qu'on a ce midi, mais aussi d'amener une certaine maturité professionnelle. L'importance d'être conscient de son impact dans ses habitudes de travail, non seulement sur soi, mais aussi sur les autres. Tu sais, à quel moment, j'en ai parlé en préparation, tu sais, du fait qu'à un moment donné, j'étais très heureuse d'avoir une grande plage horaire pour envoyer plein de choses à mon équipe, mais tout à coup, la réception de ces envois multiples avec des choses à faire, ça a été, OK, je dois arrêter tout ce que je fais, puis il faut que je fasse ça. Et là, c'est comme si je venais créer, tu sais, Sylvain a parlé d'un sentiment d'urgence alors que c'était pas le souhait que j'en avais. Donc, encore une fois, être conscient de son impact, mais aussi d'apprendre à en parler ensemble, de se donner des cues, tu sais, créer une dynamique de travail dans laquelle on est conscient des modes de chacun, se rappeler c'est quoi notre objectif. J'ai l'impression que plus que jamais, ça nous fait sortir d'une liste de tâches à cocher, puis de se demander vraiment c'est quoi la priorité que j'ai aujourd'hui, c'est quoi l'espace-temps que j'ai pour le réaliser. Puis ben, c'est là-dedans que je me lance. Puis tu sais, les habitudes de gestion de travail efficace sont vraiment aidantes dans ce contexte-là. Le Pomodoro, moi, depuis que je l'ai découvert, puis on fait ça en équipe, là, où on se branche ensemble, on ferme notre son, tout le monde, puis nos micros, puis on est juste ensemble à faire notre moment, puis on a un chrono affiché à l'écran. Quand ça arrête, on a une pause, mais on peut jaser ensemble ou on peut partir faire autre chose. Dans un contexte où on est tous en télétravail de notre côté, bien, ça nous permet d'avoir des discussions de corridor qu'on n'a pas sinon. Puis on se garde une plage horaire efficace de travail. Fait que j'ai l'impression qu'à l'ère du numérique, la discipline, la maturité professionnelle, l'importance du dialogue pour s'expliquer nos choix, s'expliquer l'impact de donner de la place à tout le monde pour dire, ben OK, mais moi, ça, je vais pouvoir le faire demain parce que j'ai d'autres priorités aujourd'hui. Tu sais, accepter cet échange-là, pour moi, est primordial aujourd'hui. Là, ouais. Et comme tu dis, tu sais, c'est ça, moi avec mon équipe, puis surtout quand tu as plusieurs mandats, tu sais, j'étais un peu comme temps partiel sur plusieurs choses, tu sais, faut en venir, c'est ça, à discuter de ça en amont, puis de mettre la table sur quand on communique ensemble, voici la façon, tu sais, que moi je communique, puis là, de leur côté aussi, tu sais, comme on a eu une nouvelle employée, puis là, ben, c'était comme, moi j'ai tendance, des fois, à certains moments, de déborder du cadre, disons, qui finit à 17,
parce que mon horaire peut être un peu différent ou un peu plus tôt des fois le matin. Mais tu sais, j'y avais dit, écoute, toi, c'est pas urgent que tu répondes. Si je t'envoie un courriel à ce moment-là, tu réponds quand tu es disponible dans ça. Tu sais, moi, je m'attends aussi à ce que de l'autre côté, je laisse la place aux gens de pas me répondre immédiatement. Tu sais, mais c'est ça, on a beaucoup de pression, tu sais, puis même, c'est ça, dans des ateliers avec des jeunes, un moment donné, là, avec un organisme du coin, à 15 ans, tu sais, la pression d'être joignable, que Mhm. les gens, tu sais, c'est comme ça, on se met parce qu'on peut l'être en tout temps, on doit absolument l'être en tout temps. Puis c'est très lourd à porter, surtout pour Ben des oui, ados, mais même, c'est dans notre surtout vie adulte. ouais. Fait que c'est ça, se donner, c'est ça, cet espace-là, mais en parler, parce qu'on veut pas non plus que ça soit pris comme un manque de respect ou je Vraiment. n'accorde pas Mhm. d'importance, c'est ça, tu Mhm. sais. Fait que si j'en parle, puis c'est Ouais. clair en amont, tu sais, même dans mes amitiés, tu sais, c'est souvent ça aussi. Je réponds pas rapidement. Ça veut pas dire que c'est pas important. Ça veut juste dire que j'ai d'autres obligations. Puis qu'en tant que parent aussi, j'essaie de pas non plus envoyer l'image que maman est tout le temps sur son cellulaire. Fait que je dois me dire que c'est ça. Est-ce que c'est dans mes priorités en ce moment? Est-ce que ça peut attendre un petit peu plus tard que je termine ou que j'ai un moment pour ça? Donc, les habitudes qu'on a entre professionnels seraient des habitudes qu'on aurait aussi avec nos étudiants qu'on traite comme des professionnels. Il Mhm. n'y a pas si longtemps, Exact. on avait un concept assez arrêté d'heures ouvrables. Ce qui fait que professionnellement, le Mhm. vendredi après-midi puis le lundi matin, c'était des espaces collés, même si dans le temps, il y avait un grand trou qui s'appelait la fin de semaine entre les deux. Aujourd'hui, si les soirs et les congés et les fins de semaine sont des moments d'échange asynchrone, il y a comme plus d'heures ouvrables, mais il y a plus de moments de pause pour les professionnels non plus. Et sa performance, sa capacité à être quelqu'un de haut niveau avec des standards élevés de qualité, ben, ça va dépendre de sa capacité à prendre des pauses de rien fréquemment. Oui. Absolument. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Ce que j'entends en arrière de tout ça, moi, c'est la question on a finalement tous une responsabilité. C'est comme notre propre responsabilité. Ça passe peut-être par nous comme professionnels d'abord, qui travaillons à distance pour peut-être montrer le bon exemple ou en tout cas pour que ça percole un petit peu puis que ça se diffuse un peu ces bonnes pratiques ou ces façons de faire. Puis pour que nos étudiants, là, éventuellement, puissent eux aussi, en formation à distance, puissent se responsabiliser, mais aussi se Hmm. conscientiser. Là, je retiens beaucoup ça, là, la question de prendre conscience, en fait. J'ai bien aimé, Stéphanie, là, la question des dérives, parce que je trouve que c'est vraiment important, en fait, d'être capable de s'observer, d'observer notre propre utilisation. Puis on l'avait nommé dès le début, en contexte de formation à distance, en fait, c'est omniprésent, de travail, de télétravail ou de formation à distance. C'est omniprésent. Donc, de prendre des temps d'arrêt pour comme se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que j'arrive même à faire ce que je suis supposée faire? Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais être en train de faire? Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Fait que je retiens la question de la conscientisation puis de la responsabilisation de chacun, puis de s'autodiscipliner peut-être aussi. Là, après, il y a des outils, là, vous en avez nommé beaucoup pour comme nous aider un peu à nous orienter ou nous guider vers une voie plus équilibrée là, dans un usage ludique, si je peux dire, puis professionnel ou pédagogique. Euh, donc, ça va pour ça, pour ce que je retiens. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter à ça. Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'échos en lien avec, tu sais, quand on est dans la création, puis tout ça, là, puis errer, d'être capable Mhm. de décrocher un peu, parce qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent ressortir de ça, Ouais. que si on était resté assis devant l'écran ou on était resté passif, ben là, ce bijou-là serait peut-être pas nécessairement arrivé. Arrivé. Euh, Puis, tu sais, la créativité, c'est réussir à faire des liens entre des choses qu'on connaît. Mais quand on est dans un sujet en spécifique, ben, on se concentre sur ce sujet-là. Tandis que quand on erre, ben, là, tous ces sujets sont possibles. Puis, je je trouve que c'est une belle façon de développer notre créativité. Puis, ça peut être autant utile pour nous en tant que professionnels pour innover dans nos pratiques, tout ça que pour les étudiants de faire ce partage-là. Tu sais, eux autres aussi doivent créer dans le cadre de leur cours, doivent réfléchir, ben, de se donner cette liberté-là de pouvoir errer un peu une fois de temps en temps pour pouvoir mieux créer ou créer différemment. Ben, je trouve ça vraiment pertinent. Fait que, tu sais, je résonne beaucoup avec Sylvain là, à ce niveau-là, au niveau de l'errage.
Et de réfléchir et de J'ai réfléchir à envie de... notre rapport au temps dans ce processus de création-là. C'est pas immédiat, c'est pas instantané. Il y a ce temps de décantage nécessaire. Exact. Il y a des gens qui me disent, ah, moi, j'ai les meilleures idées sous la douche. D'autres me disent, c'est au volant de ma voiture pendant que mon esprit vagabonde. Mais Absolument. évidemment qu'on ne veut pas d'écran imperméable qu'on va amener sous la douche. Mhm. On veut pas on veut pas d'écran dans la voiture non plus quand on conduit, c'est très dangereux. Mais Oui. on a besoin de s'approprier ce rapport au temps qui existe depuis toujours, où ça prend du temps à créer. Et on a besoin de laisser Ouais. aérer notre esprit, notre cerveau là-dessus. Puis à un moment donné, on va y arriver. Confiance, on Absolument. va y arriver. Moi, je suis catastrophé quand j'entends des élèves du secondaire, des étudiants me dire, je ne peux pas créer une image parce que je n'ai pas d'inspiration, parce que je ne suis pas allé voir sur un moteur de recherche ou je n'ai pas demandé à l'IA générative de me lancer, de briser la page blanche, de me donner de l'inspiration. Ça, c'est des moyens très rapides, Ouais. pas toujours de bonne qualité, de se lancer dans le travail. Alors que la page blanche, là, c'est bon la page blanche. C'est super la page blanche. Absolument. Mais, puis, tu sais, Tout à comme fait. moi, dans le cadre c'est ça, de mes cours, j'ai des fois, en tout cas, là, présentement, j'ai un travail d'équipe à faire. Et c'est dans mes derniers cours, là, fait que dans le parcours dans les 2 dernières années, je me suis rendu compte que les gens, ben, les étudiants sont plus portés à faire des travaux d'équipe, chacun de leur côté, puis après ça, de mettre en commun. OK? Mais il y a quand même. J'ai trouvé ça étonnant parce que moi, dans le passé, c'est ça, un travail d'équipe, c'est qu'on jase ensemble, on discute. Il y a comme un aspect brainstorming un peu aussi, tu sais, parce que avant ma maîtrise, je l'avais faite en présentiel. Fait que là, c'est la première fois que j'étudie à distance. Et on a eu toute une discussion dans le dernier. On a mis la table, puis là, chacun, il y en avait deux que c'était on travaille chacun de nos bords, puis on ramène l'info, puis il y en avait deux, moi, puis une autre fille, peut-être plus âgée. Puis on était comme, ben, ça serait le fun qu'on se parle, ça serait le fun qu'on ait des moments, qu'on se mette au moins une fois par semaine, une petite heure où on parle de qu'est-ce qu'on a trouvé cette semaine-là, puis qu'on se donne des idées, puis qu'on s'échange au fur et à mesure, parce qu'on a un mois là, pour compléter le travail. Puis au moins, ça a passé, puis je trouve que ça donne des idées même aux autres, tu sais, de collaborer quand même si oui, OK, on peut avoir des sections qui sont différentes parce que ça nous permet de voir que chacun apporte sa contribution, mais en échangeant ensemble, on contribue quand même aux sections des autres parce qu'on génère ces idées-là puis qu'on permet, c'est ça, cet espace-là pour que la créativité ressorte, là, finalement. En tout cas, fait que c'est encore une fois, des fois, c'est même si c'est à distance, de trouver une façon quand même de bénéficier des deux mondes, là. Oui, il faut en parler avec nos Mais étudiants, ouais. se servir des écrans pour laisser des traces de ce processus-là, travailler de façon asynchrone sur un projet ou utiliser la visioconférence pour brasser des idées, comme tu dis, et sortir de ce schéma-là de travail à la chaîne. Un travail d'équipe, c'est pas un travail à la chaîne. Si les étudiants demandent est-ce que je pourrais le faire tout seul, ça irait plus vite. C'est pas un travail d'équipe. Nous, on cherche un travail collaboratif. Puis c'est ce qui est attendu de toute façon des professionnels qui vont œuvrer après, là, d'aller vers les autres, d'échanger avec des gens qui ne sont pas dans leur discipline, d'être ouvert aux opinions d'autrui, toutes des choses qu'on n'apprend pas dans le travail d'équipe nécessairement. C'est étrange, hein? Donc, travail collaboratif. Moi, je suis satisfaite parce que ce que je voulais amener tantôt quand Michael parlait de créativité, de tout ça, c'était on a besoin d'errer, mais aussi d'en parler avec d'autres. Fait que cette importance de collaborer, c'est d'ailleurs une dimension de notre cadre de référence de la compétence numérique, la collaboration, la créativité, c'en est une autre. Donc, clairement, il se passe quelque chose. Moi, la plupart de mes déclencheurs, c'est pas quand je suis seule, c'est souvent quand j'entends parler. C'est là que j'entends les besoins, c'est là que j'entends les pratiques gagnantes de tout le monde. Puis on dirait que c'est avec ça que j'arrive à construire quelque chose où je me dis, OK, j'arrive à satisfaction, tu sais, l'atteinte de mon objectif est encore plus riche parce que j'ai eu des visions, des perceptions qui sont différentes et moi, c'est ce que j'adore le plus. Fait que, tu sais, moi, ce qui me fait de la peine, c'est plus d'entendre des étudiants qui vont davantage être sur leurs écrans plutôt que de parler avec leurs collègues durant les pauses. Moi, c'est ça que je souhaite qu'on puisse faire naître dans nos échanges avec les jeunes aujourd'hui. L'importance d'oser se parler. Moi, je les vois
beaucoup se replier sur eux-mêmes, beaucoup de peur du jugement qui peut avoir été influencé par le fait qu'on voit beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes puissent oser parler librement de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils viennent de faire, d'aller chercher des trucs, des conseils, puis qu'ils puissent s'ouvrir. Je trouve que ça, c'est ce qui est le plus important, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir aux autres, sentir qu'ils sont écoutés, qu'ils ne sont pas seuls dans leur réalité. Et je pense que comme adulte, ça devient un rôle encore plus important à jouer. C'est-à-dire les inviter à communiquer ensemble, de se sentir dans un milieu sécurisé, rappeler d'éloigner le jugement. Je veux dire, on fait tous des erreurs à un moment donné, et on gagne à construire sur l'expérience de tout le monde pour que ce soit satisfaisant. Fait que, honnêtement, je pense que notre rôle d'adulte à éduquer, à sensibiliser les jeunes à leur bien-être, à un usage qui est sain, qui est équilibré, est encore plus important que jamais aujourd'hui et d'être des modèles d'abord. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tout un peu tiré de notre réalité personnelle, professionnelle, de parents. Ouais. Donc, on est d'abord des modèles, il faut se le rappeler, puis il faut en parler avec les jeunes. Ouais. Apprendre à mettre des limites, apprendre à reconnaître leur bien-être, leur intention, prendre conscience d'eux. C'est fou comment c'est stimulant la vie à l'ère du numérique. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai juste envie de rebondir, en fait, en invitant tout le monde à faire, mettons, peut-être l'exercice qu'on vient de faire, juste de s'ouvrir des discussions pour en parler, comme on vient de le faire ce midi, là. Je pense que ça peut grandement faciliter puis ouvrir la porte aussi, là. Fait que Sarah, je pense que s'il y a des questions, à mon avis, le panel est prêt à y répondre. Oui, alors n'hésitez pas justement à nous écrire vos questions et vos commentaires dans la discussion. On a encore 2 petites minutes. Vous pouvez également lever la main. On peut même ouvrir votre micro sans problème si vous souhaitez vous adresser aux panélistes. C'était ma foi, discussion tellement inspirante et je pense que le cartable, Michael, ça a bien inspiré des gens dans la discussion. Le concept de journal de bord, ça a Hey, été nommé, c'est très, très intéressant, là. là, je veux dire de quoi par rapport au cartable, parce que je pense qu'il faut rendre à César ce qui revient à César, mais j'ai un collègue qui s'appelle Marco Lavoie qui a travaillé sur ce projet pédagogique-là. Oui, il a sollicité l'ensemble du département, mais il y a un homme derrière ça qui est formidable. Puis je pense que c'est important de lui rendre aussi son travail, là, fait que je tenais à le mentionner. Merci Marco d'avoir développé cet outil si tu nous écoutes en rediffusion. Oui, merci à Marco. Puis, ben, effectivement, hein, c'est un exemple tellement concret de ce qu'on peut faire pour justement avoir l'équilibre entre l'écran et entre justement le papier ou autre chose. Vous l'avez bien nommé, puis vous avez donné plein de conseils, plein de ressources aussi qu'on a placées dans les commentaires. Donc, je vous invite là, justement à prendre en note tous ces beaux liens-là qui sont, ma foi, très intéressants. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Donc, on l'a nommé, mais notre Jazz en Fade va être disponible en rediffusion sur notre site web, donc au www.fadio.net. Je remercie Stéphanie, Caroline, Michael, Sylvain pour les beaux échanges. Je sais que ça fait plein de fois que je le répète, mais c'était super inspirant. Puis, un enjeu qui est vraiment d'actualité, les écrans, c'est bon d'en parler. C'est bon d'en parler en contexte de formation à distance parce que, vous l'avez nommé, c'est omniprésent. Merci à Cathy d'avoir animé la discussion et d'avoir fait plein de beaux liens aussi entre tout ce qui a été nommé. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de Fadio. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on a le Camp FAD qui s'en vient en octobre prochain. Donc, n'hésitez pas à aller vous informer sur cette belle activité-là aussi. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi, une bonne fin d'année scolaire également parce que c'était notre dernier Jason Fad de l'année 2023-2024. Et je vous dis à bientôt. Merci encore une fois à tous nos panélistes et notre équipe d'animation. Bonne fin de journée tout le monde. Merci, bonne fin de Merci. journée. Merci. Bye.